Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et je salue mes camarades de la deuxième heure. Bonsoir Louis Osalter. Bonsoir Pierre. Journaliste politique au Figaro. Bonsoir Raphaël Steinville. Bonsoir Pierre. Directeur adjoint de la rédaction du Journal du Dimanche. Vous le connaissiez, avocat, parfois chroniqueur, ici même à Europe 1 et sur d'autres antennes. Il est désormais romancier. Bonsoir Jean-Yves Le Borgne. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes auteur de Coupable Liberté chez Fayard. Ça sort aujourd'hui même et je suis heureux que vous ayez choisi Europe 1 Soir pour vous exprimer sur ce livre que vous venez de commettre, comme on dit dans le langage littéraire. Je trouve ça très très drôle. Ça rejoint évidemment vos activités d'avocat pénaliste quand on dit commettre. Vous commettez donc ce livre qui se lit non pas comme une plaidoirie, mais il y a du Jean-Yves Le Borgne quand même dans l'écriture. Hein. C'est très explicite, c'est très goulu, comme un bon vin. Voilà, j'en dis pas plus au lecteur de découvrir votre écriture dans Coupable Liberté, l'histoire de Théo qui vit en 2070 dans une France qui s'est barricadée un peu comme la Chine, qui décide un jour de prendre un billet de train, mais simplement pour prendre ce billet de train, il lui faut une carte de circulation. Alors la carte de circulation, c'est pas la carte d'identité, c'est une carte de circulation, c'est-à-dire que on demande en 2070 en France d'avoir une carte. Pourquoi est-ce que vous voulez voyager? Où est-ce que vous voulez aller? Donc, alors on n'est pas dans 1984 d'Orwell, ça y ressemble un peu, mais les contours sont quand même beaucoup plus calme, on va dire. On n'est pas dans une dictature où on vit au fond de la terre avec où le ciel est gris et les murs et tout est gris, avec Big Brother qui vous regarde. Pourquoi d'abord avoir imaginé un tel monde en 2070 ? Je pense que nous sommes dans une période où l'idée de tranquillité, de paix, de gommage en quelque sorte de toutes les aspérités qui font les spécificités des individus va aller s'accentuant. Et dans la société de Théo, dans une petite cinquantaine d'années, on a réussi à effacer l'originalité. L'homme qui veut prendre le train parce que finalement il a envie de quitter un peu Paris pour voir la campagne, réfléchir, marcher, vivre finalement, c'est une sorte de liberté qui nous paraît bien anodine. Mais imaginez une France de 100 millions d'habitants. Imaginez une sorte d'obsession, d'ailleurs pas sans raison, de l'écologie. Imaginez le fait que ce qui est aujourd'hui un murmure quant au fait que tel ou tel qui prendrait trop l'avion pour ses loisirs devienne un impératif de chaque jour. Là, la différence va être marquée. Le monde va être peu à peu enfermé dans des règles strictes. Il n'y est pas opposé, Théo. Il est même plutôt heureux de comparer cette société apaisée à la nôtre. La nôtre qui est regardée par ces épigones de lointain, qui est regardée pratiquement avec un sourire. Enfin, ces imbéciles qui se battaient pour des idées. Ces campagnes présidentielles qu'on repasse à la télévision pratiquement comme un comique. C'est un monde où finalement le confort a pour condition l'absence totale d'originalité. Et entre l'originalité et la liberté, le passage est très étroit. Mais la liberté, c'est ce que vous recherchez depuis toujours dans votre carrière. Vous empêchez que les gens soient enfermés dans des prisons puisque vous les défendez. Alors, il y a cette liberté-là, oui, qui est finalement... c'est un fil conducteur. Je veux dire, on n'est pas très éloigné de... Vous n'avez pas écrit un roman sur, je sais pas, la diversité des papillons japonais ou... Non, bien sûr, voilà, bien sûr. Que la liberté fasse partie de mon quotidien, je vois ce que vous voulez dire. Ou la non-liberté. Ou la non-liberté, en tout cas le combat pour la liberté. Voilà. Mais je pense que au-delà de la liberté qui résulte
ou plutôt de la non-liberté, qui résulte de la sanction pénale notamment, il peut y avoir une liberté confisquée qui ne soit pas une sanction, qui soit la nouvelle règle, la nouvelle norme, la nouvelle façon de se comporter. Oui, mais une politique, c'est également une forme de sanction. Bien sûr, mais je pense donc ça se rejoint. Je pense que nos sociétés sont nécessairement, au moins partiellement, liberticides. Mais il y a, par exemple, dans cette vision que je propose de la France dans les années 2050, 2070, pardon, un rapport à la religion. La religion, c'est une certaine façon de concevoir le sacré. Le sacré avec des romans qui sont différents selon que c'est le sacré d'une religion ou d'une autre. Mais là, l'idée c'est que il n'y a de sacré que la paix, que la tranquillité. Or, la religion a cette caractéristique de désigner le mécréant, de désigner celui qui ne croit pas comme il faut croire. Donc, on a utilisé la laïcité, non pas comme une différence ou une frontière entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux, ce qui est le vrai sens de la laïcité, nous le savons encore. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Mais on a utilisé la laïcité pour interdire la religion, parce que la religion désigne un ennemi. Souvent, quand je donne la parole à Raphaël et à Louis dans un instant, mais souvent quand on exerce une profession, alors en l'occurrence vous exercez la profession d'avocat pénaliste, on écrit sur complètement autre chose. Et là, voilà, vous puisez quand même dans des canaux, dans des câbles que vous connaissez bien. Donc vous n'arrivez pas à vous échapper avec votre écriture. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que en réalité, je ne plaide pour personne. Je propose quelqu'un qui est dans cette société apaisée, mais au prix de contraintes considérables, et qui sent une sorte de malaise monter en lui dont il ne comprend pas véritablement l'origine. Il y a une relation au père quand même, hein. On va pas tout dévoiler. Bien sûr, il y a la relation au père, mais dans ce qui concerne le père qui est une ombre au début et qui va revenir finalement vers la fin du roman. Je peux pas tout dire parce que ce serait dévoiler les choses. Mais il y a dans cette société-là une sorte de volonté terrible de contrôle. Contrôler tout, savoir tout, parce que quelque chose que l'on ne contrôle pas, votre liberté ou la mienne, c'est une manière de danger. Que va-t-il faire de sa liberté ? Raphaël Steinville. Vous venez d'évoquer le malaise de cette société que vous décrivez. Est-ce que c'est pas, il n'y a pas aussi un malaise dans notre société ? C'est-à-dire que c'est peut-être le paradoxe de nos sociétés qui se disent ouvertes, qui ont milité, nos dirigeants ont milité pour finalement l'abolition des frontières, la libre circulation des biens et des personnes, et qui aujourd'hui finalement se retrouvent à essayer de gérer les conséquences de cette immense ouverture. C'est ce que Vincent Trémollet, que connaît bien Louis Osalter, appelle la gauche digicode, qui tout en prônant l'ouverture à tout va, finalement se réfugie derrière des murs et des digicodes. Est-ce que c'est pas aussi très actuel, mais presque avec un prisme inversé? Oui, on peut dire ça. Je pense qu'en fait, nous avons actuellement un refus d'un primat idéologique qui soit au fond un mode de vie. Si l'on parle d'un mode de vie français, par exemple, c'est tout de suite une sorte d'accusation de nationalisme qui vous tombe dessus. Vous n'êtes pas ouvert à un mode de vie qui serait plus international. En réalité, les habitudes, ce qui fait la civilisation, parce que la civilisation, ça n'est pas toujours à opposer à une sorte de nature sauvage, c'est à opposer à une autre civilisation. Et nous ne pouvons plus admettre que nous avons une forme d'idée de la civilisation qu'il faut sauvegarder parce que c'est notre mode de vie. Alors tout est possible, tout est ouvert. Finalement, croire à quelque chose,
c'est presque dénoncer celui qui croit à autre chose. Louis Osalter. Alors votre propos me rappelle celui de Tocqueville qui au 19e siècle anticipait déjà, alors qu'on était à l'avènement des sociétés démocratiques, anticipait le fait que les gens allaient aliéner leur liberté pour plus d'égalité. D'égalité, disait-il à l'époque, plus de confort. On pourrait dire aujourd'hui c'est pour plus de sécurité, c'est aussi plus de confort parce que, par exemple, nous aliénons notre liberté en confiant des données personnelles extrêmement nombreuses à des géants toutes les 5 secondes du numérique, tout le temps, absolument tout le temps, sans que ça nous dérange apparemment, alors qu'il s'agit aussi d'une aliénation de notre liberté. Est-ce que et ce débat, dans le paysage politique, on constate que ce débat n'a pas tellement lieu, ce débat sur ce sens-là de la liberté. Est-ce que vous voyez en France ou en Europe une offre politique qui défendrait la conception que vous faites de la liberté ou vous considérez que ça n'existe pas parce que ce débat n'a pas lieu politiquement? Je crois qu'il y a l'offre politique à laquelle vous faites allusion, ça s'appellerait la démocratie, c'est-à-dire la liberté autant que faire se peut. Alors que je pense, et quand vous évoquez l'égalité de Tocqueville, c'est pas la même que celle dont on parle aujourd'hui. Bien sûr. Aujourd'hui, l'égalité en droit, qui est celle du XVIIIe siècle, qui est celle a fortiori du XIXe, promue par la Révolution française, l'égalité en droit ne nous suffit plus. Parce que, en réalité, ceux qui poussent derrière un changement social sont ceux pour lesquels l'égalité en droit n'a pas suffi à constituer une égalité en fait. Or, l'égalité en fait, c'est que votre pensée ne soit pas différente de la mienne, que votre mode de vie ne soit pas différente de la mienne, que l'idée que je peux avoir d'aller me promener alors que c'est pas prévu, alors qu'il n'y a pas de vraie raison, ne soit pas susceptible d'être admise. Il y a en quelque sorte une manière de figer, d'uniformiser, bien sûr, d'uniformiser et pour éviter les conflits. C'est ça, aseptiser la société. Absolument. Ouais, il y a quand même un conflit évident depuis toujours entre la liberté et l'égalité. C'est ce que disait Churchill sur le fait que la démocratie est le meilleur des régimes à l'exclusion de tous ceux qu'on n'a pas essayé, le pire des régimes à l'exclusion de ceux qu'on n'a pas essayé. Et puis, dernièrement aussi, certains observateurs internationaux qui disent mais les Occidentaux ont quand même cette manière d'imposer leur vision des choses dans des mondes qui pensent différemment. Et ça, c'est également quelque chose que l'on retrouve dans cette réflexion que vous menez. Coupable liberté, premier roman de Jean-Yves Le Borne qui en appellera, on espère, d'autres. En tout cas, c'est disponible chez Fayard. Je ne résiste pas, Jean-Yves, puisque vous êtes là, ici, avec nous, sans rentrer dans le détail, parce que il y a une procédure, il y a une instruction, il y a un procès, ça suit son cours. Mais quelle est, j'allais dire, l'ambiance au procès Sarko, en ce moment, vous qui défendez Éric Woerth? Écoutez, j'en sors. Et ce qui me paraît assez extraordinaire, c'est qu'il y a dans ce procès une multitude de difficultés de procédure. Mais des difficultés sérieuses sur la compétence du tribunal. Est-ce qu'il ne fallait pas que les anciens ministres, parce que le temps dont on parle, c'est-à-dire avant la présidentielle de 2007, eh bien, Monsieur Hortefeux était ministre, mais Monsieur Sarkozy l'était aussi. Et nous avons une règle constitutionnelle qui fait que les ministres en exercice qui auraient commis une infraction à l'occasion de leur fonction, doivent comparaître devant la Cour de justice de la République. Ça, c'est un premier point. Et puis, il y a bien d'autres difficultés, peut-être un peu trop techniques pour que je les expose ici. Voilà 2 jours que les audiences sont consacrées à ces difficultés. Et je me disais, je racontais cet après-midi au tribunal une petite anecdote. Jadis, un avocat général, je vais faire la chose courte, m'accorde, enfin du moins se lève pour dire que j'ai raison sur une nullité, alors que j'étais totalement irrecevable à la prononcer. Et je le savais. Et quand l'audience a été finie, la Cour nous a suivis en disant, puisque ces 2 fous sont d'accord, allons-y. Et après l'audience, je vais le voir. Je dis, monsieur l'avocat général, je vous remercie de votre générosité. C'était bien le moins que je pouvais faire. Et il me dit, oui, mais nous ne sommes ni dans un grand procès politique, ni dans une affaire de trafic de stupéfiants. Et la question que je me posais cet après-midi, est-ce que l'application du droit, fût-ce pour dire qu'un procès est mal ficelé et qu'il ne devrait pas avoir lieu, est-ce que cette notion-là est réservée aux affaires sans grand intérêt ? Merci Jean-Yves Le Borgne.